Et nous nous retrouvons pour la dernière partie de cette émission. Nous parlons à présent des sanctions de la CEDEAO, de l'UMOA, le Burkina Faso, la Guinée et le Mali solidaire du Niger. Dans un communiqué rendu public hier, le Burkina Faso et la Guinée, le Burkina Faso et le Mali faisaient part de leur décision de ne pas s'associer aux sanctions de la CEDEAO, mais aussi de prendre comme une provocation du Niger en cas d'intervention militaire ou d'usage de la force. Dans la situation au Mali, ces deux pays se montrent solidaires avec le Niger et promettent en tout cas aussi de s'engager dans les combats au cas où la CEDEAO intervenait. Quelques instants plus tard, on apprend aussi le communiqué de la Guinée qui aussi fustige les sanctions de la CEDEAO qui juge qu'elles ne sont pas appropriées. Dans ce contexte, finalement, les pays qui ont connu les coups d'État se deviennent solidaires entre eux. Le Burkina, le Mali et la Guinée, qui sont en cours de transition, qui connaissent des régimes de transition dirigés par des militaires, viennent à la rescousse du Niger, dirigé actuellement par des militaires. Oui, tout à fait, parce que ils sont, on vous le dit, dans la même situation. Chez eux, ils ont réussi leur coup d'État, mais ils ont encore des problèmes avec la transition. Ouais. Donc, ils sont toujours exclus de la CEDEAO. Et ce n'est pas aussi exclu que si demain la CEDEAO arrivait à intervenir militairement dans certains pays pour établir l'ordre constitutionnel, ce n'est pas exclu que cette CEDEAO-là revienne sur ces cas de Guinée, du Burkina et du Mali si les transitions ne se déroulaient pas selon le chronogramme et le souhait de la CEDEAO. Et donc, je pense que ce sont des régimes qui voient le danger venir de loin et qui aussi mènent une lutte qui leur est profitable. Ils ne le font pas pour le Niger, ils le font pour eux-mêmes d'abord, parce que si le cas nigérien est réglé par la CEDEAO, leur cas peut devenir inquiétant. Au cas où ils Oui, ne respecteraient pas strictement les oui, oui. indications de la CEDEAO, Si ils peuvent demain subir la le même CEDEAO sort. arrive à aller chercher un pouvoir militaire, qui est le pouvoir militaire au Niger, ce n'est pas exclu que demain, si la transition se prolonge indéfiniment ou si elle ne va pas dans le sens souhaité par la CEDEAO, que celle-ci intervienne aussi militairement dans ces autres pays-là. On parle d'un cas vraiment, je ne dirais pas fictif, mais on imagine Ouais. si ça se passait. Donc aujourd'hui, les menaces se font insistantes. C'est pas la première fois quand même que la CEDEAO ajoute qu'elle pourrait être amenée à user de la force, mais ça n'a jamais été fait, sauf qu'à l'avant-dernier sommet de la CEDEAO, l'idée de mettre en place cette force pour lutter contre De la les putsch, réactiver. voilà, a avancé. Et quand la CEDEAO dit qu'elle le fera, elle risque de le faire sur le Niger, c'est que c'est possible avec ce qu'on a dit tantôt en début de cette émission qui était l'éventualité d'une intervention française et d'autres partenaires. Donc les autres se disent, voilà, il vaut mieux soutenir. Mais au-delà de cette affaire qui les concerne tous, il y a quand même une réalité, c'est que la lutte contre le terrorisme aussi se fait de façon beaucoup plus organisée entre ces pays-là, où les coups d'État ont réussi. Ces militaires-là se consortent beaucoup plus facilement et mènent des actions conjointes. Donc aujourd'hui, que le président nigérien, qui n'était pas du tout bien vu par les militaires à Bamako, on l'a vu. Vous parliez de Bazoum. Voilà, Ok. Bazoum, on l'a vu jusqu'aux Nations Unies, comment le colonel Maïga l'a traité. Et aujourd'hui que Bazoum n'est pas là, je crois que c'est un grand soulagement pour les militaires au Mali qui espèrent coopérer avec les militaires qui vont arriver. Et donc le Mali a chassé la France. L'idée serait aussi que la France parte du Niger. Moi, je pense qu'on n'est pas trop loin de cette idée-là. Et donc, ces militaires ont envie quand même de former un triangle qui va permettre aussi de mieux lutter contre le terrorisme. Et donc, c'est une aubaine pour les deux pouvoirs militaires
qu'un militaire arrive donc au Niger, qui est un pays aussi qui est touché, qui a aussi sa stratégie de lutte, qui compose avec la France, et les autres ne le font pas. Et donc aujourd'hui, ces militaires sont très intéressés. Maintenant, pour la Guinée, c'est pas une question de terrorisme, mais je crois que c'est toujours la même raison avec la CEDEAO. Voilà, c'est la transition qui doit aboutir à un pouvoir civil. Et ce n'est pas évident aujourd'hui que tous ces militaires-là qui sont là ont envie de céder le pouvoir aux civils. Après, on a vu Goïta en Russie, qui était entièrement en costume, hein, comme un civil, comme pour passer le message aux Maliens que c'est un président civil qui arrive. Et donc, on imagine un peu comment ça va se passer les transitions en Guinée, au Mali. Et donc, fort de tous ces aspects-là, c'est normal que tous ces régimes militaires-là, issus des coups d'État, soutiennent le Niger et soient prêts à aller même combattre aux côtés des armées du Niger qui ont fait ce coup d'État. Alors, Prosper Abouklou, la solidarité entre putschistes, la Guinée, le Burkina Faso et le Mali affiche cette solidarité envers les dirigeants du Niger et se disent prêts à leur porter main forte au cas où la CEDEAO arrivait à mettre en œuvre ou bien en exécution cette décision d'intervention à travers la force. Je crois, Germain a dit quelque chose qui m'a vraiment épaté, c'est-à-dire que on peut tout deviner, mais la solution militaire, la France l'a démenti. Donc je ne pense pas que cette solution faille être la panacée qu'il faut pour pouvoir rétablir un ordre constitutionnel quand on parle de démocratie. C'est-à-dire ça, c'est la force. Et ben, je vous rappelle quand même que en dehors du gouvernement militaire burkinabé, celui du Mali et de la Guinée, il y a aussi la Mauritanie, qui est un gouvernement civil, je crois, qui s'est prononcé aussi ce matin déjà. La Mauritanie s'est ajoutée à cette déclaration qui vient confirmer, corroborer, et la Mauritanie a insisté là-dessus que si on attaque militairement le Niger, qu'on déclare une guerre à la Mauritanie, ce qui dit que l'événement prend une proportion, je dirais, plus importante par rapport à cette idée. Donc moi je crois quand même que c'est vrai, certes, Germain vient de le dire, les gouvernements maliens, mauritaniens, plutôt guinéens et burkinabés veulent quand même sous le couvert donc du protectionnisme en tant que tel, prendre les mesures, les garanties nécessaires pour pouvoir donc s'assujettir une légitimité et éviter à ce que ce qui est proposé par la CEDEAO contre le Niger ne puisse pas donc déteindre sur leurs pays respectifs et que la souveraineté appartiennent au peuple. Moi, je crois quand même que la décision de la CEDEAO, pour moi, elle est unique. D'abord, moi, je ne sais pas si, en prenant cette décision, et je me félicite de voir que c'est vrai que le gouvernement togolais, on l'a vu dans le cas du Mali, n'a pas envoyé donc de représentants, enfin, n'a pas été représenté au plus haut niveau. Il y avait le ministre des Affaires étrangères qui était, le Nigeria également à l'époque aussi n'était pas là. Et dans cette poursuite, moi je crois quand même que il y a une façon donc de procéder que le Togo fait qui moi m'intéresse dans ce genre de situation. Vous n'allez pas voir les autorités togolaises se prononcer sur les questions de ce genre-là. C'est juste pour pouvoir garder, je dirais tout simplement, la sérénité au sein donc de cette coordination-là. Alors, parlons de ceux qui se sont prononcés. Oui, ceux qui se sont prononcés, c'est ce que je dis. Et je dis, pour eux, c'était la garantie pour pouvoir donc se solidariser et éviter à ce que cette décision, qui n'est pas une décision humaine, puisse être, comme on appelle, appliquée au Mali, au Niger. Et je dirais, pour se faire respecter, respecter son engagement pris lors de son investiture, quelque part, Bola Ahmed Tinubu ne se sentait pas dans l'obligation de faire usage de la force au cas où le deadline donné au Niger n'était pas respecté. Bon, je crois où se trouve la souveraineté des pays. Il y a la souveraineté
La souveraineté appartient au peuple. Oui, ça appartient. Pas à l'armée. Non, l'armée fait partie du peuple. L'armée fait partie du peuple. Dans ce genre de situation, oui, l'armée fait partie du l'armée peuple. normalement ne devrait pas. Non. Je crois qu'avec si l'armée. Quand on met souvent une différence entre les insurrections populaires et puis les coups d'État, parce que les coups d'État sont généralement très mal vus, parce qu'on suppose que l'armée, eux, ils ont des armes, et donc ils devaient jouer le pont entre les deux, ne pas venir évincer quelqu'un quand on trouve que ça ne va pas bien. Maintenant, quelle alternative dans le principe démocratique? Oui. La souveraineté appartient au peuple. Ouais. Et l'armée fait partie du peuple. Oui. Ça, on ne doit pas. Dans un sens général, oui, généralement, l'armée fait partie. Vous venez de le dire. L'autre, comment on appelle, Assimi Goïta s'est rendu en complètement en civil. Il fait partie du peuple. Non, c'est un message qu'il a donné. Maintenant, moi, je crois quand même que on doit plutôt endiguer ce problème d'interférence, je dirais, intense dans les affaires de chaque pays, parce que chaque pays a sa souveraineté. Quand M. Talon avait décidé, un certain moment, au Bénin, de prendre le pouvoir, de serrer, comme on appelle, de pincer l'opposition, il a pris toutes les mesures, les garanties, il les a même évincés. Ils n'ont pas pu participer donc aux élections. Et il a pu faire les restructurations qui s'imposent. Mais je vois ce Talon que moi j'ai souvent supporté, je le vois aujourd'hui en état de guerre contre le Talon n'est pas venu par un coup d'État. Non, il n'est pas venu par un coup d'État. Et c'est pourquoi je vous dis, il faut remettre même en cause cette légitimité démocratique dont on parle. Ce n'est pas, c'est l'usure. C'est tout simplement une usure de la pensée africaine. Ça ne vient pas de l'Afrique. Et c'est pourquoi je dis, aujourd'hui, si la Mauritanie aussi se mêle à la danse, ça veut dire que tout simplement, les États réclament leur souveraineté. On ne peut pas imposer la souveraineté à un peuple. Le Togo est un peuple souverain. Les problèmes qui se passent au Togo, on laisse les Togolais le résoudre. Les problèmes du Niger... Fois, quand ça se passe, c'est les populations elles-mêmes qui appellent encore la CEDEAO à intervenir. Bon, aujourd'hui, le Niger n'a pas appelé la CEDEAO à intervenir. C'est la CEDEAO qui s'est rassemblée au niveau des chefs d'État pour prendre... C'est la CEDEAO des chefs d'État ou de la CEDEAO des peuples. Les Nigériens sont sortis massivement dans la rue pour dire, nous soutenons le régime qui est arrivé maintenant. Il faut proposer plutôt, moi je crois qu'il y a d'autres alternatives que la CEDEAO doit proposer. D'abord, à partir des gouvernances. Quand Tchouroubou vient, moi quand je l'ai vu déclarer qu'il ira en guerre contre les coups d'État, voilà, l'exemple est arrivé. Il faut toujours régler les problèmes à la source et non par rapport à leurs conséquences. Les problèmes sont là. Qu'est-ce qui cause les coups d'État? Pourquoi dans certains pays, les coups d'État ne sont pas faits et que c'est dans d'autres qu'on le fait? C'est pas parce que les militaires sont contents, ils ont envie donc de rester au pouvoir qu'ils viennent. Quand ils viennent, ils doivent travailler. Assimi Goïta est venu, il est en train de prouver quelque chose, il change quelque chose. Aujourd'hui, on a une 4e république qui est en marche. Donc je crois quand même que la CEDEAO doit partir des problèmes. C'est pas au niveau des conséquences. Les causes, il faut les traiter. On ne traite pas les causes, on vient se pointer, on dit quel pays va accepter aujourd'hui. Moi, je ne vois pas mon Togo, le président de la République togolaise, Paul Gnassingbé, démarquer des gens, enfin, envoyer son armée pour aller tuer les Nigériens. Bon, moi, c'est ma conception. Attendez, ce n'est pas pour aller tuer les Nigériens. Mais on va faire quoi? Donc, pour pouvoir rétablir une seule personne dans son fauteuil, il faut marcher sur 10 millions de Nigériens. Moi, je dis non. Pour cette information, voilà. Qui occupe un fauteuil qui ne mérite pas. À qui appartient le fauteuil? Et puis ramener le fauteuil normalement à Bazoum. Puisque c'est lui qui a été élu le président. Bon, je vais vous rappeler pour terminer d'abord. Est-ce que ce général a été élu? Je pense même que si on devait élire dans l'armée, c'est pas sûr que ce sera lui qui sera. Je ne refuse pas, mais je vais vous rappeler une chose. Parce qu'il y avait un nom qui circulait avant. Oui, je vous rappelle que l'élection même de Bazoum a été une négociation. Bazoum n'avait pas été élu. Non, je crois quand même que nous avons contesté. Je vous dis, on n'a pas de preuves. La CEDEAO a négocié. On a vu ça en RD Congo. Ce qui s'est passé, la même chose s'est passée. La CEDEAO est au courant de ce qui s'est passé lors de l'élection de M. Bazoum. Bazoum n'avait pas été plébiscité. Maintenant, on l'a pas évincé parce qu'il n'a pas été bien élu. Les raisons données par les militaires sont autres. Ce n'est pas concernant ils ont avancé des raisons de l'insécurité qu'on nous cache.
On tue les Nigériens, Alors, les soldats, les militaires nigériens tombent, on les tue. Donc je crois quand même que... Oui, c'est ce qui veut dire tout simplement que moi je crois que ces régimes, enfin, les pouvoirs guinéens, maliens, nigériens, plutôt burkinabés, ajouter aujourd'hui la Mauritanie, je dis, ça consolide moi ma conviction que les problèmes doivent être réglés à la source. Les causes doivent être cherchées et la souveraineté de chaque pays doit être respectée. Merci. Donc pour ça, je dis, moi je pense que les Africains doivent comprendre aujourd'hui que chaque problème qui arrive dans un pays, c'est au pays-là de régler les problèmes et non la force. On va envoyer qui maintenant, je le dirai tout simplement pour dire, maintenant on rétablit Bazoum dans son fauteuil. Mais il va faire quoi maintenant? La conséquence, est-ce que vous voyez à peu près ça? On vient, on déloge les militaires. Il finit son mandat. Il finit son mandat avec qui? Et vous pensez que Bazoum aura la paix nécessaire, libre pour pouvoir travailler? Moi je dis c'est un leurre. Est-ce qu'il démissionne? Non, c'est un leurre. En tout cas, le temps nous fera voir ce qui va se passer pour le moment quand vous parlez des pays. Je rappelle que le Bénin vient de fermer ses frontières avec le Niger. Le Nigeria, selon les informations, a positionné certaines unités de son armée à la frontière. En attendant de voir alors la que suite... Boko Haram est là. Non, qu'à s'attaquer à Boko Haram. En attendant qu'on voit la suite, je viens à vous, Donatien Awesso. La CEDEAO a décidé de donner une semaine aux militaires au Niger pour rendre le pouvoir, rétablir le président Déchu Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Au cas où cela n'est pas fait, elle n'exclut pas l'usage de la force après ce délai d'une semaine. Dans la foulée, le Niger, qu'est-ce que je dis, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, pour ce qui concerne notre titre, ont, à travers des communiqués, affiché leur position qui est contre celle de la CEDEAO et sont prêts également à intervenir, surtout pour ce qui concerne le Mali et le Burkina Faso. Votre réaction? Je souris un tout petit peu parce que je suis en train de voir une éventuelle, bien future implosion de la CEDEAO à travers le dernier précaré de la France qui est le Niger actuellement, parce que cette histoire risque de conduire la CEDEAO vers son implosion. Pourquoi? Vous voyez, on nous parle de la communauté économique, hein, des États de l'Afrique de l'Ouest, mais on remarque qu'ici, c'est une communauté des chefs d'État qui se retrouvent et puis qui sympathisent et puis qui sont en train de se soutenir. Je me dis ici, quand est-ce que la CEDEAO a eu à décider un jour d'envoyer un contingent pour aller combattre contre le djihadisme dans un pays qui est... Voilà, ces pays-là qui sont cités, Burkina, Guinée, Mali. Quand est-ce qu'on a eu à décider? L'intervention n'était pas pour le terrorisme. Oui, quand est-ce que la CEDEAO a eu à décider, nous allons mater le djihadisme au nord du Togo ou bien au sud... On donne une semaine aux terroristes. On donne une semaine aux terroristes de quitter. Non, on ne fait pas cela. Mais quand il s'agit d'un coup d'État, on le dit, parce que des militaires ont analysé une situation et ont trouvé bon et ont jugé bon que cette situation doit être gérée ainsi. Vous êtes là, vous sursautez, vous dites, vous voulez envoyer des militaires pour aller faire quoi? Vous allez voir tout de suite, le dimanche prochain, bien le lundi, rien ne va se passer. Je le souhaite ainsi. Et là, ça sera une honte diplomatique pour ces chefs d'État qui se retrouvent et qui prennent ces décisions sans tenir compte un tout petit peu de l'aspiration des populations. Alors, puisque vous l'évoquez, on va prendre étape par étape. Oui. Prenons la première possibilité, comme vous l'évoquez, ce que vous souhaitez. Oui. Dimanche prochain, lundi prochain, rien ne Il y se aura passe. rien, oui. Qu'advient-il finalement de la CEDEAO? Est-ce qu'elle ne perd pas la face? C'est ce que je suis en train de dire. Nous risquons d'assister à l'implosion de cette CEDEAO-là. Et au cas où, la deuxième possibilité... au cas où la CEDEAO attaquait. La CEDEAO attaquait. Voilà, nous avons le Burkina qui viendrait au secours, la Guinée, le Mali et la Mauritanie, sans oublier peut-être encore d'autres pays qui pourront se rallier. Et là, des Africains vont s'affronter en Afrique. Ça a un sens? Parce qu'on voudrait rétablir quelqu'un dans un fauteuil à cause de certains griefs par rapport à sa gestion, surtout du côté sécuritaire. Non, il faut que la CEDEAO se retrouve encore. Il faut que ces chefs d'État se retrouvent encore. Ceux qui travaillent en sourdine, parce que ce ne sont pas seulement les chefs d'État qui se retrouvent en même temps. Il y a des commissions qui travaillent et puis voilà, les chefs d'État viennent signer, faire le paperasse. Il faut que ceux-là se retrouvent en même temps et puis qui pensent, qui voient qu'actuellement ce qui se passe au Niger, nous sommes une génération 2.0. On ne pourra plus nous cacher le soleil avec le doigt. Que les choses changent.
Le Niger a dit non à la France comme le Mali a eu à le faire. Mais le Niger Pour aussi le a moment, péché. le problème Oui. n'est pas avec la France, le problème est avec Non, Bazoum. vous voyez, il faut aller directement. Nous savons très bien, derrière tout cela, celui qui est le marionnettiste, c'est la France. Nous avons écouté plusieurs officiers français dire qu'il leur sera très difficile de quitter l'Afrique, surtout le Niger. Leur présence sera encore ancrée. Parce que nos dirigeants pêchent aussi, ont pêché en faisant quoi? En livrant nos pays à des puissances étrangères depuis, je vais dire, des décennies. Maintenant que de nouvelles générations sont en train d'arriver et veulent couper le pont, ça sera un peu difficile. C'est comme une habitude que vous avez eu à prendre durant longtemps. Vous voulez la couper, ça va être un peu difficile. Mais nous sommes arrivés à un point, je vais dire, de non-retour où cette nouvelle jeunesse-là veut prendre son destin en main. Donc, je salue le Burkina, la Guinée, le Mali et aussi la Mauritanie qui sont en train d'apporter leur pierre, disons, leur aide au Niger. Et moi, je ne voudrais pas qu'il y ait un affrontement, bien sûr, sur le territoire nigérien ou bien en Afrique. C'est les Africains qui vont encore en partir. Et c'est notre image dans le monde entier. Donatien, votre profil m'intéresse bien sûr ce sujet, puisque vous êtes homme politique. Ouais. Si aujourd'hui, par exemple, comme vous le souhaitez, il n'y a pas d'affrontement ou bien il y a affrontement et que les autres pays interviennent, comme vous le dites, est-ce que cela ne donne pas plutôt un certain courage ou bien du crédit à des gens qui seraient tentés de faire des coups d'État? Parce que ça a commencé d'abord, c'était au Mali, après la Guinée a suivi, après le Burkina, maintenant c'est le Niger. Est-ce que ça ne donne pas le courage à des militaires dans la sous-région de vouloir peut-être faire un coup d'État et se dire, si je le fais, j'aurai le soutien du Niger, du Mali, du Burkina, de la Guinée, et puis ça va s'élargir? Est-ce que ça ne risque pas de créer un antécédent, surtout pour vous, qui êtes un politique qui aspirait diriger un pays un jour? Si vous vous retrouvez dans cette situation, vous n'auriez pas peut-être pris la décision de la CEDEAO? Vous avez amplement raison, et j'aimerais ici souligner au rouge que nous ne sommes pas pour les putsch. Nous ne sommes pas pour le renversement de l'ordre constitutionnel. Mais à situation particulière, mesure particulière. Quelque chose s'est passé. Il y a tellement de crises dans ce monde qu'on va toujours trouver des situations particulières. Oui, vous voyez, d'abord, Bazoum a eu des soucis avec sa garde, dont fait partie l'actuel homme fort. Ça aussi, déjà, ça fait un souci, parce que il était nommé par Mamadou Issoufou, et voilà. Et la suite avec Bazoum, qui est considéré assez comme un pro-français, ça ne collait pas bien. Je le répète encore, nous n'applaudissons pas les coups d'État ou bien le renversement de l'ordre constitutionnel. Mais quand il arrive des moments où la gestion du pays n'est pas bien faite et que des militaires, et là, j'ose croire, qui sont des gens réfléchis, qui vont bien sûr prendre le pouvoir et laisser après. C'est quand le pouvoir... Rien ne garantit aussi qu'ils vont laisser après. Hein, c'est là-bas qu'ils seront accusés, ou bien c'est là-bas que moi aussi je pourrais leur jeter la pierre. Mais pour le moment, je ne les condamne pas, et je le répète encore, je ne suis pas pour les putsch, pour le renversement de l'ordre constitutionnel. Un président qui est démocratiquement élu, qu'on le laisse aller à terme de son mandat. Mais quand je n'ai pas encore terminé, mais quand arrivé en chemin, la gestion n'est pas bonne et que l'on pourra trouver des modus vivendi pour pouvoir l'arrêter, je suis pour qu'on puisse l'arrêter. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt passer peut-être par l'Assemblée ou bien prendre les dispositions légales qui s'imposent en la matière? Comment est-ce qu'on pourrait passer par ces dispositions si le président... Dans certains pays, on peut faire une motion de destitution, on peut faire tel, on peut faire tel. Est-ce qu'il n'est pas mieux de passer par cela? Si toutes ces entités sont déjà acquises au profit du président qui est en place, vous allez tourner en rond, vous n'allez rien avoir. Donc, je pense que les militaires ont réfléchi, ont vu tous ces contours avant de mettre au frais, bon, c'est pas au frais, mais bon, avant de garder Mohamed Bazoum et puis de prendre le pouvoir et de gérer. Et je pense qu'ils pourraient aussi faire bien comme le font. Bon, pas trop bien, mais ils pourront le faire de manière non critiquable. Donc, on le répète, nous ne sommes pas pour les putsch. Germain Pouli, nous imaginons deux scénarios. Première possibilité, la CEDEAO intervient militairement et on balaye
les putschistes, ça donne peut-être du crédit à la CEDEAO, mais est-ce que ça, quelque part, comme le disaient Donatien et Prosper, est-ce que ça viole la légitimité des États, la souveraineté des États? Supposons que, deuxième possibilité, la CEDEAO intervient, elle est battue par les autres pays qui soutiennent le Niger, ce qui, bon, je ne sais pas trop, en tout cas, l'avenir nous le dira. Est-ce que ça ne jette pas du discrédit sur la force même de la CEDEAO? Troisième possibilité, donc on aura trois peut-être. Finalement, la CEDEAO décide de ne pas intervenir. On se dit que peut-être parce que les autres ont dit qu'ils vont soutenir le Niger. Est-ce que finalement, cela ne crée pas un antécédent qui va encourager d'autres personnes à aller, à vouloir prendre les pouvoirs par la force? Oui, la CEDEAO est dans une situation très compliquée. Mais en même temps, je pense qu'on est un peu trop rigoureux, on est un peu trop sévère envers la CEDEAO, qui reste encore aujourd'hui l'une des communautés les mieux intégrées en Afrique. Vous savez, on a reçu de grands succès. Hein. On a vu quand Yaya Jammeh a perdu l'élection, il ne voulait pas partir. La CEDEAO a dit on envoie les militaires le déloger. Et pour la Gambie, le Sénégal seul suffisait, mais oui, il faut voir la situation de la Gambie aussi. Voilà, Ce n'est pas Gambie, le cas pour le Niger. On avait apprécié. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on mêle la France à la chose. En Guinée, ce n'est pas à cause des Français qu'on a dégagé Alpha Condé, ni à cause du djihadisme. Hein. C'est des militaires qui ont envie de prendre le pouvoir, de diriger. Donc, on arrive un peu à ça. On va un troisième mandat arraché sur le fil avec une mauvaise gestion. Non, mais celui qui l'a aidé à avoir politique. le troisième mandat, celui qui a quand même réprimé les manifestants pour réviser la Constitution, celui qui a pris le pouvoir. Donc, je ne pense pas. Ce que nous disons, aujourd'hui, on parle de la faim au Nigeria. Les gens sont obligés de voler pour se nourrir. Demain, un militaire peut dire, parce le qu'il y a nouveau président, la faim, il ne faut il ne rien. nourrit pas, donc on les Nigérians ont faim, on le dégage. Est-ce que quelque part aussi, et on prend le pouvoir. Et les gens vont applaudir. Tous ceux qui ont dévalisé les magasins pour se nourrir vont sortir applaudir ce militaire. Pour dire, on avait faim, il est venu dégager. Donc, si, je donne cet exemple, si Macron était en Afrique, on l'aurait dégagé depuis. Déjà avec les gilets jaunes, la loi sur la sécurité sociale, où il y a eu des manifestations pendant des mois, mais il y aurait eu un coup d'État depuis. Donc, je crois que nous devons laisser les institutions jouer leur rôle. Le président, il est élu. On sait dans quel cas on peut le démettre. Mais c'est dans des cas très rares. Maintenant, les militaires... Jamais, sauf que le cas de la France et des pays occidentaux, il n'y a pas d'aiguillonnage. Oui, ce sont eux qui aiguillonnent les choses ici. C'est ça le problème. C'est pas ce que vous dites. Hein. Non, c'est ça. Même en France, on dit que Macron est une marionnette, que s'il y a des puissances derrière, c'est exactement la même chose. C'est les États-Unis, on sait ça. Non, oui, même au-delà. Mais là aussi, on de donner un nom. À de grands groupes industriels et tout ça. Non, on dit, c'est le même discours qu'on tient là-bas. Mais c'est différent quand même. Non, c'est parce que les armées là-bas à une autre culture. Sinon, en France, il n'y avait pas de raison pour ne pas faire un coup d'État Macron avec ce qui s'est passé. Si c'était en Afrique, c'est déjà fait. Donc, c'est ce que nous disons. Après, les gens sont élus, ils peuvent mal diriger, on peut recadrer, mais si on permet à tous les militaires, comme on les applaudit aujourd'hui, et on les applaudit pourquoi? C'est parce qu'on met la France derrière. Ouais. Donc on se dit, c'est des gens de la France qu'on dégage. C'est visible. Non, on dit, c'est des gens de la France qu'on dégage. Mais le Nigeria, si le Nigeria est solidaire, et ils n'ont pas un problème avec la France. Le président nigérian n'est pas un pion de la France. Mais là où il est, il s'inquiète aussi qu'un militaire puisse le chasser. Le président ghanéen, ce n'est pas un pion de la France. Mais au Ghana, on a déjà plusieurs coups d'État aussi là-bas. On n'en parle pas beaucoup, mais ça a déjà... Donc, ça veut dire qu'il y a une propension des militaires dans une partie de l'Afrique à prendre le pouvoir. Alors, on a vu en Égypte comment un président a été élu, Mohamed Morsi, il a été balayé par un général qui est devenu civil aujourd'hui. Et ça, c'est pas le soutien des Américains. Oui, non, mais arrêtez de voir les Blancs. Non, ce sont eux. Non, les Blancs partout. Voilà. Non, ils défendent leur intérêt. Non. Ils défendent leur intérêt. Les militaires, même intérêt à prendre le pouvoir. Ce qui se passe aujourd'hui, il y a des militaires qui viennent avec des partenariats déjà acquis avec la Russie déjà. Quand on parlait de ces pays, c'est pas assuré que le Niger compte. Hein. Il y a déjà Wagner qui sera là. Ouais. C'est pas les militaires guinéens et tout ça, non. Donc chaque dirigeant vient avec ses partenaires occidentaux. Maintenant, l'essentiel, c'est que l'Afrique
La Russie gagne quelque chose. Est-ce que c'est avec la Russie qu'on va gagner aujourd'hui? Ou si c'est avec les Occidentaux, États-Unis, France, Grande-Bretagne, tous ces pays qui ont sanctionné le Niger? Ou est-ce que nous devons penser à redéfinir notre propre voie? Parce que nous sommes un continent courtisé. Voilà. Est-ce qu'on va continuer à vivre sous des gens? Aujourd'hui, c'est la Russie, hier, c'était la France, demain, ça sera c'est la vrai. Chine, l'Inde, non? Ou on devrait peut-être commencer par faire comme certains chefs d'État africains qui cherchent des partenariats d'égal à égal. Je pense qu'il faut qu'on soit sérieusement aller vers là. Merci beaucoup à vous. Nous arrivons donc à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Merci beaucoup à vous, Germain Pouli. Merci, Prosper Abouklou. Merci, Donatien Awesso. Grand merci également à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. C'est la fin de ce numéro. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un nouveau numéro de Regard Croisé.